Vendredi 18 octobre 2019, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été reçu hier au département d'État américain à Washington, D.C. Au centre des discussions, les progrès réalisés contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, l'état de la coopération entre les deux pays et le climat social en Côte d'Ivoire. On rejoindra Adama Koné aux États-Unis dans 2 minutes. Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a remis hier jeudi en France le prix Senghor Césaire de l'APF, puis il a procédé à la distinction d'une demi-douzaine de personnalités qui se sont illustrées dans la promotion de la francophonie. La cérémonie s'est déroulée à l'Assemblée nationale française. Au Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion à huis clos n'a débouché sur aucun accord concernant la Libye. L'idée portée par l'Union africaine et les pays du Sahel était de nommer un émissaire conjoint ONU-UA, mais les Européens et les États-Unis ne veulent pas en entendre parler. Nous en parlerons en toute fin de journal. Amadou Gon Coulibaly est à Washington, D.C. depuis quelques jours. Au lendemain de son arrivée aux États-Unis d'Amérique, le Premier ministre a été reçu au département d'État américain. Au centre des discussions, les progrès réalisés contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis et le climat social dans notre pays. Adama Koné est notre envoyé spécial sur place. Son reportage. C'est un Premier ministre visiblement heureux qui est sorti de plus d'une heure d'échange au département d'État américain. Bonne note pour la Côte d'Ivoire en matière de traitement de la question du travail des enfants. Nous n'avons pas eu besoin d'être long en ce qui nous concerne, puisque le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines avait déjà reçu la première dame de Côte d'Ivoire, qui avait expliqué toutes les initiatives qui étaient prises par elle-même, par le gouvernement, pour régler ce problème définitivement dans notre pays. Et ce que j'ai entendu du sous-secrétaire d'État concernant l'entretien qu'il a eu avec la première dame est extrêmement réconfortant. Il a indiqué qu'elle a été totalement convaincante, que son engagement était absolument visible pour la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, et qu'ils en ont été convaincus. Et d'ailleurs, ces jours-ci, il y a eu une publication du département du travail au niveau des États-Unis qui indique que la Côte d'Ivoire a fait des progrès énormes sur ce sujet. Ce qui est la reconnaissance, je dirais, implicite, ou je dirais même explicite, du travail effectué par le Comité national de surveillance, présidé par Madame la Première Dame et par tout le gouvernement ivoirien. Deuxième motif de satisfaction du chef de la délégation ivoirienne, l'état de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Nous avons ensuite évoqué les relations de coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du MCC, que ce soit au niveau de l'AGOA, pour nous satisfaire de la qualité de cette relation entre nos deux pays. Nous avons après évoqué les problèmes au niveau de la sous-région, les problèmes de sécurité. Nous avons échangé sur les voies et moyens pour permettre de venir au bout de ce fléau qu'est le terrorisme. Des perspectives, il en a également été question lors de l'entretien du département d'État américain. J'ai noté une grande sérénité du département d'État par rapport à l'avenir de notre pays. Une grande confiance du département d'État par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Une assurance que les chiffres économiques de la Côte d'Ivoire sont parlants, mais aussi que l'avenir politique du pays est garanti. Comme on le voit, les assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale à Washington sont aussi l'occasion de renforcer la coopération bilatérale entre les États-Unis et les pays participants.
Reportage signé Adama Kone et Ulrich Adongon. De Washington, notre vol nous amène à Paris, en France. Une cérémonie de remise du prix Senghor Césaire de l'APF s'est tenue hier jeudi à l'Assemblée nationale française sous la présidence d'Amadou Soumaoro, président de l'APF et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La nouvelle édition du prix Senghor Césaire de l'APF a été décernée à l'association Chansons sans frontières. On en sait plus avec Abiba Dambélé-Saoué, notre envoyé spécial à Paris. 6 personnalités du monde de la francophonie distinguées à l'Assemblée nationale française ce jeudi dans l'ordre de la Pléiade. Un ordre à vocation internationale destiné à reconnaître les mérites des personnalités qui se distinguent en servant les idéaux de la francophonie. L'insigne de la Pléiade compte 5 grades, Grand Croix, Grand Officier, Croix de Commandeur, Croix d'Officier et Médaille de Chevalier. Parmi les tout premiers récipiendaires de cet ordre francophone, on trouve le président Habib Bourguiba de Tunisie, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, le président Félix Houphouët-Boigny et plus récemment le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amadou Soumaoro, élevé récemment au grade de Grand Croix de l'ordre de la Pléiade en juillet 2019. Le prix Senghor Césaire, également octroyé ce jeudi 17 octobre à l'Assemblée nationale française par le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Ivoirien Amadou Soumaoro, au groupe Chansons sans frontières pour son investissement dans la promotion de la francophonie et pour la diversité linguistique et culturelle. Ce soir, c'est pour la première fois donner du sens à ce qu'est la francophonie à travers 2 prix. Le prix Senghor Césaire, qui honore des acteurs culturels, et ce soir, Chansons hors des frontières, et puis l'ordre de la Pléiade, avec toute une série de distinctions, et c'est ce que nous avons fait ce soir. Les récipiendaires, ce sont des militants de la francophonie, des militants des pays, des militants des territoires, et nous devons valoriser tout cela. Les critères sont qu'il faut que ce soit une personne individuelle, ou une association, un organisme qui fasse la promotion des valeurs de la francophonie, qui sont des valeurs de dialogue des cultures, de cohabitation pacifique, de respect des droits humains, de promotion de la langue française. Et on a eu pas mal de candidatures et après il y a un jury qui existe, qui est composé d'une 20aine de personnes. Le président Amadou Soumaoro, président de l'APF et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a félicité les différents lauréats. Je voudrais remercier toutes les personnalités ici présentes. La diversité de vos origines et de vos profils est bien l'image de la francophonie et du dialogue des cultures qu'incarne l'ordre de la Pléiade. Chacun a apporté sa pierre à notre patrimoine commun, le rayonnement de la langue française et les valeurs de la francophonie. Je souhaite que sous ma présidence, cette cérémonie de remise de l'ordre de la Pléiade soit un événement encore plus marquant. Aussi, voudrais-je exprimer au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la reconnaissance et les remerciements de notre pays pour les décorations dans l'ordre de la Pléiade décernées à certains de nos compatriotes lors de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en juillet dernier à Abidjan. En outre, le chef de l'État, Alassane Ouattara, très attaché aux valeurs de démocratie, aux valeurs de paix, de progrès et de partage que prône la francophonie, m'a chargé également d'adresser ses vives et chaleureuses félicitations à tous les récipiendaires de ce prix Senghor, Césaire et de l'ordre de la Pléiade. De nombreux parlementaires, des membres de l'Organisation internationale de la francophonie, de la société civile ont pris part à cette belle cérémonie qui s'est achevée par un concert du groupe lauréat Chansons sans frontières.
Et de Paris, on revient à Abidjan. La Chine se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire. Elle vient de lui accorder un prêt d'environ 160 milliards de francs CFA pour l'adduction en eau potable de 12 villes ivoiriennes. Une action dans le cadre du programme social du gouvernement qui impactera la vie de plus de 3 millions de personnes. L'accord a été signé hier entre le ministre ivoirien des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, en présence bien sûr de notre reporter Kolo Koulibaly. Son témoignage. La Côte d'Ivoire, c'est une croissance économique forte et surtout soutenue. Le gouvernement veut alors renforcer l'impact de cette bonne santé de l'économie ivoirienne sur les populations. L'adduction en eau potable est l'une des priorités du plan social du gouvernement, d'où cette signature d'accord de prêt de 157,9 milliards de francs CFA entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le projet d'alimentation en eau potable de 12 villes à l'intérieur du pays, considéré comme le gouvernement ivoirien comme projet prioritaire, a obtenu le soutien du gouvernement chinois, qui a mis son accord pour la mise en œuvre du projet avec des prêts préférentiels. Ce projet consiste à amener de l'eau des fleuves dans la banlieue des 12 villes. Le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano, entouré des ministres de la Santé et de l'Hydraulique, s'est réjoui de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine, un partenaire sur qui le pays peut s'appuyer pour son développement, un développement mis en œuvre avec un accent cette année sur le social. Avec ce prêt, ce sont 3 millions de personnes qui auront de l'eau potable dans 12 villes de l'intérieur du pays. Taloa, Boisflé, Touba, Odiéné, Bundiali, Séguéla, Mankono, Sassandra, Grand Laou, Divo, Katiola et Tanda. La mise en œuvre de ces accords constituera, j'en suis persuadé, un important accompagnement de la politique sociale initiée par le gouvernement ivoirien pour la période 2019-2020 en vue de renforcer l'impact de la croissance économique sur les populations les plus défavorisées, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable, de l'électrification et d'autres infrastructures de base. C'est le lieu de saluer le dynamisme des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine qui ont été portées au niveau de partenariat stratégique global. La Côte d'Ivoire souhaite maintenant pouvoir accueillir prochainement le président de la République populaire de Chine. Une invitation dans ce sens a été adressée aux autorités chinoises. La Côte d'Ivoire et la Chine ont également signé la 3e phase de l'assistance technique à l'hôpital de Gagnoa, fruit de la coopération sino-ivoirienne. Cela en vue d'assurer des soins de qualité aux populations de la région. Le réchauffement climatique est une réalité. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable en est conscient et il s'attelle à trouver des armes pour s'y attaquer. L'une d'elles est cet atelier de validation des rapports de l'état des lieux de la mise en œuvre de la révision du volet adaptation des contributions déterminées au niveau national. Les prévisions d'Astou Touré. Les inondations et les éboulements causés par les pluies diluviennes ont occasionné de nombreux dégâts et des pertes en vies humaines. Ces signes sont les preuves de la manifestation du changement climatique. Pour faire l'état des lieux et juguler le fléau, les acteurs de la lutte contre le changement climatique se sont retrouvés. Au cours de cette rencontre, il a été également question de faire le point en présence des partenaires et définir les nouveaux objectifs. La planète se réchauffe de plus en plus. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans quelle saison nous sommes. Il pleut à tout moment. Et pendant qu'il pleut ici, de l'autre côté, c'est la sécheresse et c'est le feu de brousse. La grande forêt de l'Amazonie qui constitue un trésor mondial pour protéger la planète est en feu. Je crois qu'il nous appartient de prendre conscience et de sensibiliser tout le monde pour dire que c'est vrai, il faut se développer, mais il faut se développer écologiquement parlant. Cet atelier d'état des lieux va permettre à la Côte d'Ivoire de respecter les engagements pris à la COP21 en 2015 à Paris. Il y aura des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est vraiment évident, mais la Côte d'Ivoire affiche donc une ambition de réduction de ces émissions de 28% d'ici 2030, ce qui est déjà très considérable par rapport donc au niveau de référence de 2012. Et l'autre engagement, c'est bien sûr le développement de politiques résilientes, donc notamment sur les secteurs prioritaires d'adaptation, l'agriculture, les ressources en eau, le genre, la santé. Pour la lutte contre le changement climatique, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de plusieurs partenaires dont le PNUD, l'AFP, le gouvernement allemand et bien d'autres.
C'était bien les précisions d'Astou Touré. Venons-en maintenant au salon du recyclage d'Abidjan. Cette première édition est mise à profit par les artisans et industriels du secteur de la revalorisation des déchets pour faire connaître leur savoir-faire. Le salon du recyclage encourage les actions éco-citoyennes visant à contribuer à la préservation de l'environnement. On en parle avec Ouattara Madou Walter. Une visite des stands par les officiels marque l'ouverture du salon du recyclage d'Abidjan. Cette première édition se tient sur 3 jours à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Ici sont exposés des déchets de tout genre révalorisés. Des pneus aux barriques usagées en passant par d'autres matières d'origine plastique, rien n'est perdu, tout a été transformé, soit de façon artisanale ou industrielle. Ce salon du recyclage est une initiative de la Galerie d'art Massal en collaboration avec le réseau des artisans de Côte d'Ivoire pour l'économie sociale et solidaire. Le salon du recyclage est une action de plus en faveur de notre environnement. On dirait plutôt une solution à la problématique des déchets. Le salon du recyclage a été mis surtout en place pour informer, éduquer, sensibiliser, amener les entreprises et les ménages à une meilleure valorisation des déchets. Également, une plus grande prise de conscience de l'effet de l'homme sur l'environnement. Également, encourager les actions éco-citoyennes visant à contribuer à la préservation de l'environnement. Une volonté soutenue par le Premier ministre ainsi que par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, tous deux représentés. Ou respecter nos engagements au niveau international, notamment en termes de réduction de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030, le secteur des déchets occupe une place importante. Le salon du recyclage s'inscrit dans nos différentes activités au niveau du ministère. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir justement à un cadre réglementaire sur l'économie circulaire, de façon générale. À côté de cela, il y a une réflexion qui est engagée avec le patronat et bien d'autres acteurs sur la fiscalité environnementale incitative pour encourager les opérateurs de l'économie circulaire, en particulier dans le domaine du recyclage. En Côte d'Ivoire, les déchets constituent la 3e source d'émissions de gaz à effet de serre avec un impact négatif sur la santé publique. Selon les différents intervenants à ce salon, le recyclage des déchets offre donc d'énormes opportunités pour la promotion du développement durable et pour la création d'emplois. Autre cadre, autre salon, celui de l'imprimerie qui est à sa 5e édition. L'édition 2019 du salon de l'imprimerie et de l'art graphique vient de se tenir ici à Abidjan. Du pagne tissé ou imprimé à l'impression avec l'encre écologique, en passant par d'autres spécialités, une 40aine d'imprimeurs y ont exposé leurs œuvres, leurs innovations en matière d'impression. Didier Nguessan nous les fait découvrir maintenant. Des technologies de pointe pour la création graphique et l'impression sur tout type de support, gadgets, t-shirts, emballages et autres étiquettes industrielles. Une panoplie d'offres et de savoir-faire que proposent les exposants du 5e salon de l'imprimerie et de l'art graphique. Nous produisons tout ce qui est bâche pour l'agriculture. Donc nous avons essayé d'élargir notre gamme pour avoir vraiment une gamme très complète, visant vraiment tout type d'industrie, cherchant vraiment à avoir des impressions de très bonne qualité. Nous faisons des gadgets personnalisés, des power banks, nous avons des agendas personnalisés. Nous sommes à ce salon pour avoir plus de relations, pour voir qui sont nos concurrents et en même temps voir comment aussi élaborer une stratégie à notre niveau pour pouvoir faire évoluer notre activité. Durant 3 jours, imprimeurs financiers et régulateurs vont réfléchir à la compétitivité du secteur de l'imprimerie et de l'emballage, notamment les mesures incitatives pour renforcer l'industrialisation de la filière. Cette 5e édition, à l'instar de ses précédentes, sera l'occasion de faire des rencontres d'affaires avec les spécialistes de l'impression créative et innovante. Il y aura par ailleurs des échanges autour du thème « Offset ou numérique, quel choix d'investissement pour l'imprimerie en Afrique ?» Des rencontres professionnelles, panels et ateliers de formation animeront le salon.
On en vient maintenant à cette séance de travail entre la Chambre des notaires et la Chambre des dépôts et de consignation. La rencontre a eu lieu ici à Cocody et elle visait à présenter les missions de la Caisse de dépôt, puis à informer les notaires sur les axes du partenariat qui pourraient être développés entre les deux entités. On en sait plus avec Jean-Louis Bangbo. C'est dans les locaux de la Chambre nationale des notaires à Cocody que s'est tenue cette rencontre dont l'objectif principal est de jeter les bases d'un partenariat entre la Caisse des dépôts et de consignation et le corps notarial. Il s'agit essentiellement de venir partager, disons, l'information concernant les nouvelles dispositions législatives avec les notaires et surtout de communiquer sur les modalités pratiques de mise en œuvre de cette nouvelle loi. Et aussi également la manière dont nous pourrons traiter ensemble cette question et la manière dont nous pourrons donc sceller notre partenariat. La Caisse des dépôts étant considérée comme la banque des professions juridiques, notamment les notaires. Cette rencontre est la suite des échanges entre les deux entités en vue de rendre opérationnelle la loi portant création de la Caisse des dépôts. Depuis que nous avons engagé des discussions avec les notaires, nous pensons que vraiment il y a une oreille attentive et les discussions se déroulent correctement et il n'y a pas de raison de douter que les notaires puissent véritablement s'engager dans cette nouvelle disposition. Les notaires sont eux-mêmes des hommes de la loi, ils sont assermentés et je pense que les discussions nous donnent bon espoir que les dispositions de cette loi seront mises en œuvre. Ce partenariat permettra à court terme de rendre effectifs les dépôts des fonds des notaires à la Caisse des dépôts. Celle-ci entamera à partir du 21 octobre 2019 la phase pilote d'ouverture des comptes avec un échantillon de notaires. Processus qui s'étendra à l'ensemble des notaires du 1er novembre au 31 décembre 2019. On va à présent parler santé. La lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire s'accentue et elle enregistre de bons résultats. Le pays est passé de 6e gros pourvoyeur de paludisme en 2015 à la 15e place en 2017. Et cela grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires. Le projet EveTube est pour quelque chose. Il a fait reculer le nombre de cas de paludisme de 38% selon ses initiateurs. Ils le disent au micro RTI1 de Ouattara Amadou Walter. Dans le cadre du renforcement des différentes activités de lutte contre le paludisme, l'Institut Pierre Richet de Boaké, centre de recherche de l'Institut national de santé publique, expérimente un nouvel outil de lutte antivectorielle contre les moustiques devenus résistants aux insecticides conventionnels. Il s'agit du projet EveTube, un cylindre traité d'insecticides et placé au bord des toits des maisons tuerait en masse les moustiques. Étant attiré par l'odeur de dormeur dans la maison et qui veut pénétrer dans la maison, se heurte à ce substrat traité et il succombe. Expérimenté dans 40 villages de la région de Boaké, le EveTube a fait reculer le nombre de cas de paludisme de 38% selon les initiateurs. Dans une zone où les moustiques sont fortement résistants aux pyritonoïdes, qui est la matière active utilisée dans les moustiquaires imprégnés, les EveTube qui viennent en amont, en plus des moustiquaires imprégnés, réduisent près de 40% l'incidence du paludisme, des cas de paludisme chez les enfants de moins de 10 ans. Les résultats sont extrêmement intéressants au vu de ce qui se passe et surtout avec l'adhésion de la population. Le ministère de la Santé et l'hygiène publique prendra toutes ses responsabilités pour que cet outil soit mis à la disposition des populations. Réduction de 2 fois le nombre de moustiques dans les maisons et de risque de transmission de paludisme dans les villages dotés de EveTube. Des résultats présentés aux autorités et acteurs du système de la santé à l'Institut national de la santé publique dans la commune d'Adjamé. Malgré tout, le paludisme demeure un véritable problème de santé publique dans notre pays, avec une prévalence hospitalière de 33%, d'où l'intérêt, bien sûr, de continuer la lutte. En invitant tous à la mobilisation pour la lutte contre le paludisme, pour qu'on puisse avoir une Côte d'Ivoire sans paludisme en l'an 2030, en faisant ce slogan de l'OMS qui est « Zéro paludisme commence par moi ».
Le représentant de Eugène Akaawole, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, traduit la reconnaissance de la tutelle et souligne les efforts du gouvernement et ses partenaires qui ont fait passer la Côte d'Ivoire du 6e gros pourvoyeur de paludisme en 2015 à la 15e place en 2017. Toujours au chapitre santé de ce journal, la 7e édition des Journées de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire a eu lieu récemment avec pour thème l'Ordre national des pharmaciens face aux défis des innovations technologiques et des mutations professionnelles. Une occasion pour les pharmaciens de définir leur rôle dans la couverture maladie universelle et sur les nouvelles pratiques officinales. C'était au Palais de la Culture de Treichville en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Au cœur du système de santé, le pharmacien joue un rôle capital dans le traitement des patients. Dans le contexte de la couverture maladie universelle, il y a eu lieu de les instruire sur les mutations professionnelles et les innovations technologiques. L'intelligence artificielle a fait son entrée dans tout ce qui est la chaîne entre la production et le grossiste répartiteur. La plupart des commandes en officine maintenant se font via Internet. Maintenant, il est question du passage de l'intelligence artificielle entre l'officine et le patient. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit faire très attention, puisqu'il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres, notamment les niveaux intellectuels de nos populations qu'il faut prendre en compte, mais aussi et surtout, il faut prendre en compte le fait que la circulation des médicaments contrefaits est très grande dans notre espace. La lutte contre les médicaments illicites, les nouvelles pratiques officinales, des sujets entre autres abordés par les pharmaciens, soutenus par les ordres homologues du Mali et du Burkina Faso. Encourageant à une gestion qui garantit la performance et l'efficacité dans le service, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rappelé les acquis. Sur une base de 280 références, le taux de disponibilité des produits vitaux au niveau central est de 98%. Et celui des autres médicaments essentiels est de 90%. Nous relevons la mise en place de Cotramed pour la lutte contre le marché illicite des médicaments débuté depuis août 2016. Je me félicite de l'amorce de performances engagées dans ce secteur pharmaceutique privé avec 4 grossistes et répartiteurs, avec plus de 542 dépôts de pharmacie, avec 20 unités de production de médicaments autorisés, dont 7 en activité, 5 en construction et 8 engagés dans les formalités administratives. Des propositions de mesures adaptées à l'exercice de la profession seront faites à l'issue de ces journées, en attendant le Forum pharmaceutique international prévu en 2020 en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Salimato Oudia. Et puis en France, la pneumologue Irène Frachon, à l'origine de la révélation du scandale du Mediator en 2010, a commencé à raconter au tribunal de Paris pourquoi elle s'était inquiétée de la toxicité de ce médicament tenu pour responsable de centaines de morts. Il avait été retiré du marché le 30 novembre 2009. La salle d'audience était comble pour écouter la lanceuse d'alerte, témoin le plus attendu des 6 mois de débat. Tout est parti un jour de ce mois de février 2007 quand elle reçoit au CHU de Brest une patiente obèse qui souffre d'une hypertension artérielle pulmonaire gravissime, une pathologie très rare dont elle est l'une des spécialistes. Et voilà pour le chapitre santé de cette édition. Place maintenant au civisme. Les jeunes doivent changer de mentalité. Le développement du pays en dépend. C'est tout le sens de la caravane nationale des leaders pour la reconversion des mentalités. Et cette 2e édition a eu lieu récemment dans la commune du Plateau. Reportage Lydie Sadia et Abou Sanogo. Une jeunesse ivoirienne plus responsable qui intègre entièrement les valeurs civiques et se distingue par l'abnégation au travail. C'est à ce modèle de jeunes qu'aspire la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités. On sera dans les villes, on sera dans les villages, on sera dans les communes pour parler de sensibilisation, pour parler de reconversion des mentalités. Et donc, il aura à informer le public, il aura à former les jeunes, il aura à informer la population afin que nous arrivons à comprendre le sens de notre combat. Le changement des mentalités implique également un dépassement des clivages politiques pour privilégier l'intérêt commun, celui de la nation. Un changement de mentalité implique en un mot l'Ivoirien nouveau qui accepte qu'il y ait
d'autres partis en face de lui et qui lui donnent la contradiction. Mais la contradiction dans le respect. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire, havre de paix, a besoin de changer les mentalités pour que nous soyons émergents à l'horizon 2020. Les autorités régionales saluent cette initiative de la plateforme. Pendant 10 voire 15 ans, la jeunesse était habituée à ne plus faire d'efforts en termes de travail. Et nous avions essayé de faire ce qu'on pouvait. Et si nous trouvons une plateforme qui puisse nous accompagner dans ce domaine, nous ne pouvons que nous en réjouir parce que nous savons que la Côte d'Ivoire de demain ne peut se construire sans la jeunesse. La plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités est un regroupement d'organisations de la société civile qui œuvrent pour la conscientisation et le leadership des jeunes. Nous allons refermer ce journal. Au Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion à huis clos demandée par la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Guinée équatoriale n'a débouché sur aucun accord concernant la Libye. L'idée portée par l'Union africaine et les pays du Sahel était de nommer un émissaire conjoint ONU-UA, mais les Européens et les États-Unis ne veulent pas en entendre parler. Néanmoins, pour défendre son projet, l'organisation africaine met en avant le fait que cela fait bientôt 10 ans que les Occidentaux sont impliqués en Libye et que le bilan de ces 10 ans, c'est l'échec. C'est la fin de ce journal. Merci à la régie et à la rédaction qui m'ont aidé à le préparer. Quant à vous, grand merci pour votre fidélité et à demain 13h sur la chaîne Terrasson.